Le 25 octobre 1415, contre toute attente, une puissante armée de chevaliers français est défaite près de Calais par une armée anglaise d'archers 4 fois inférieure en nombre. Shakespeare glorifia ce sanglant épisode de la guerre de 100 ans. La France prit l'allure d'une nef en train de sombrer, jusqu'à ce qu'un autre miracle du nom de Jeanne d'Arc vienne la relever. Ce film raconte, d'après des sources originales, l'histoire des hommes qui ont participé à cette effroyable bataille. Gilbert de Lannoy, preux chevalier du pays flamand. John Leverage, qui porte haut les vertus de l'archerie anglaise. Antoine de Brabant, prince des Lys et frère de Jean sans peur. Davy Gam, féroce mercenaire écossais à la solde du roi anglais. John Stevens accompagne le corps expéditionnaire anglais et nous en laisse une chronique minutieuse. Le Moyen-Âge des somptueuses cathédrales gothiques laissa place au XIVe siècle à des royaumes qui préfigurent les nations modernes. C'est alors que les deux principales monarchies d'Europe, la France et l'Angleterre, s'opposent. À la suite d'un mariage princier, le roi d'Angleterre est devenu un vassal dangereux pour la couronne de France. En 1413, tout juste couronné roi d'Angleterre, le jeune et ambitieux Henri de Lancastre réactive la guerre avec l'ennemi héréditaire, la France. Quand il est devenu roi, la révolution lancastrienne qui avait porté son père au pouvoir n'était vieille que de 13-14 ans. Et donc, il avait besoin d'asseoir sa situation en Angleterre. Et il pensait le faire en s'appuyant sur le parti de la guerre. Afin d'assurer son pouvoir sur le trône, Henri V reprend à son compte les revendications de ses prédécesseurs plantagenets sur la couronne de France. Le gouvernement royal français les juge impossibles à satisfaire. Et pendant que les diplomates des deux pays palabrent, il se prépare à une guerre de conquête. En août 1415, les rues de Southampton, porte de la côte sud anglaise, se garnissent de candidats à l'expédition contre la France. C'est presque un usage, chez certains Anglais, d'aller se livrer au pillage outre-Manche. Les guerres répétées que la couronne anglaise a livrées aux Gallois ont laissé derrière elles de nombreux soldats presque professionnels, dont beaucoup d'archers comme John Leverage et William Thornton. Il n'est pas difficile pour le souverain anglais de lever de redoutables troupes de choc. L'armée anglaise est surtout composée d'archers. Ce ne sont pas des gens à qui l'on cherche des histoires. Ils sont armés jusqu'aux dents. Ce sont des tueurs professionnels. Ils se sont entraînés chaque semaine. Ils sont passés maîtres dans l'art d'utiliser ces armes. Au début du XVe siècle, l'usage du longbow, le grand arc en bois d'if, est devenu chose commune en Angleterre. Des clubs d'archers sont constitués. Chaque week-end, des entraînements ou des concours ont lieu afin de maintenir les archers à leur meilleur niveau. L'armée royale puise régulièrement des troupes dans ces clubs pour aller faire la guerre aux Gallois ou aux Français. Très différents sont les hommes de guerre français, pour la plupart nobles et chevaliers. Le duc Antoine de Brabant accueille en voisin Gilbert de Lannoy pour un combat d'homme à homme qui est un de leurs exercices favoris.
Guilbert de Lannoy commence sa carrière des armes assez jeune, même très jeune en réalité, puisque d'après ce que l'on sait, il a participé à sa première expédition militaire à l'âge de 13 ans. On le voit partir pour la Terre Sainte en pèlerinage, on le voit partir en Espagne pour aller combattre les Maures du royaume de Grenade. Et puis, en 1413, il fait le voyage de Prusse, qui est un voyage prestigieux, et il reçoit l'adoubement des mains d'un chevalier teutonique. L'armure, ou le harnois, qui équipe de Lannoy et de Brabant, rend le combat épuisant. La protection excellente qu'un harnois de ce type assure contre des coups, eh bien cette protection est moins bonne quand on a en face de soi des archers. En effet, les arcs, et singulièrement le grand arc anglais, qui est extrêmement puissant, tire des projectiles qui peuvent percer un plastron d'armure, même à une centaine de mètres. La France, qui est alors le pays le plus peuplé d'Europe, dispose de dizaines de milliers de chevaliers de ce type. La couronne de France semble dotée d'un solide rempart. Mais le problème est ailleurs. Le roi de France, Charles VI, est fou. À 24 ans, Charles VI est pris d'une crise de démence au cours d'un voyage en Bretagne. Il tue 4 hommes de sa garde. Ce n'était pas un doux délire, c'était une maladie affreuse qui le faisait souffrir cruellement, d'autant plus que c'est une maladie avec crise et rémission. Et les crises comportaient toujours un épisode de violence, une crise maniaque, comme disent les médecins, et un épisode de prostration. En 1415, Charles VI n'est plus en état de diriger son royaume. Jamais l'Angleterre n'a vu une mobilisation d'une telle ampleur. Pour exécuter les sales besognes, on a même relâché certains criminels. Southampton grouille d'une foule de mercenaires aux mœurs plutôt rudes. The Sunday after St. Peter in Chains, a crowd of the Duke of Lancaster's bowmen, engaged to set out with the king overseas, attacked many of the city's men in the Fisherton Ale House, killing 4 of them, viz. John Baker, William Hoare, Henry, his servant, and John Tanner. To consider what to do about the terrible affray. Si le chapelain ne nomme pas les coupables dans sa chronique, les archives criminelles, elles, ont retenu les noms de William Thornton et John Leverage. Le devoir d'un chevalier est de faire la guerre à ses ennemis. Le devoir d'un chevalier est de poursuivre les voleurs. Le devoir d'un chevalier est de défendre la veuve et l'orphelin. De Lannoy, qui jadis a dû sa liberté à Antoine de Brabant, ne peut manquer l'adoubement de son frère d'armes. L'idéal chevaleresque, c'est un ensemble de valeurs. On combat, bien sûr, mais on combat dans le cadre d'un code de l'honneur. D'abord, le plus souvent, c'est au service d'une cause, la cause royale, défendre la couronne, défendre le sol natal, ou bien alors on part en croisade, donc tailler en pièces l'infidèle. Pour quelqu'un comme le duc de Brabant, la cérémonie qui allait faire de lui un chevalier
était un moment clé de sa vie. C'est une purification rituelle qu'il devait recevoir dans une église. Par ce baptême, il devait se laver de ses péchés et se préparer à une vie nouvelle. Désormais adoubé, Antoine de Brabant devra toute sa vie respecter les valeurs de courage et de bravoure de l'ordre de la chevalerie. Nulle part ailleurs qu'en France, l'idéal chevaleresque n'a atteint une telle importance. On ne peut pas décrire facilement ce qu'est la chevalerie. Ça n'a rien à voir avec l'organisation militaire, ça concerne l'individu et la gloire personnelle. Vous devez prouver que vous êtes le plus fort, le plus loyal, le plus courtois, le plus prévenant envers les dames, en un mot, la perfection absolue. Es-tu prêt à te soumettre au devoir d'un chevalier et à choisir la mort plutôt que la lâcheté? Si j'avais un pied au paradis, je le retirerais pour m'en aller guerroyer. Chaque aspect de la cérémonie avait un sens. On croit que l'adoubement, c'était juste une petite tape gentille sur l'épaule. Ce n'était pas comme ça. À l'époque médiévale, le chevalier recevait une gifle sur la joue et c'était le dernier coup qu'il devait accepter sans le rendre. Ensuite, il était accueilli comme membre de l'élite chevaleresque. Il était devenu chevalier. Du côté anglais, les préparatifs de guerre atteignent leur stade final. 10 000 soldats sont enrôlés. Pour parer à toute éventualité, la régence est confiée aux frères du roi. L'armée d'Henri V est très expérimentée, composée d'hommes d'armes qui avaient combattu dans les guerres contre les Écossais. Ils étaient habitués à batailler ensemble. Tous les bateaux du pays sont réquisitionnés. Chaque ville doit fournir des vivres. Et chaque roi des campagnes offre 6 plumes pour l'empennage des flèches. Henri V savait qu'il était essentiel que ses hommes soient bien payés, bien nourris et bien équipés. Il savait que c'était capital. Tout était organisé dans le moindre détail. Il dressait des listes d'enrôlement. Tout était pris en charge. C'était une relation directe avec le roi qui n'existait tout simplement pas en France. John Leverage, Master Bowman, is retained by us to provide war service in the expedition we will make shortly, taking for himself 6 pence per day, sealed in the 3rd year of our reign, 1415. Next! Name? William Thornton, Lancaster. Henri V met en œuvre des méthodes presque professionnelles pour s'assurer de pouvoir réussir son expédition en France. William Thornton, yeoman, armed and arrayed appropriately to his rank, is retained by us to provide war service in the expedition we will make shortly, taking for himself 6 pence per day, sealed in the 3rd year of our reign, 1415. Would that the French nation might seek peace with the English and abandon their wicked ways, by which, lured and confused, they are being led astray. And if they do not very soon come to their senses, let them bear in mind what follows. For God is merciful and long-suffering, but when he has exhausted the balm of his mercy, he is a stern avenger. Le 11 août 1415, peu après qu'un complot de quelques nobles contre Henri V eût été déjoué, une flotte imposante quitte l'Angleterre. L'armée de Henri V débarque en Normandie le 14 août sans la moindre réaction française.
il met le siège à la place forte de Harfleur, qui garde la Seine et commande l'accès à Paris. Et en fait, il est tombé à Harfleur un peu sur un bec, si on peut dire. Parce que pas mal de seigneurs normands et de la région, quand ils ont su qu'il allait débarquer là, se sont précipités dans la ville d'Harfleur et l'ont mise en défense. Pendant 5 semaines, les assiégés résistent vaillamment, espérant le secours de l'armée royale. Mais le gouvernement de Paris est incapable de leur venir en aide. La folie de Charles VI a déclenché des luttes pour le contrôle du royaume. 2 camps s'affrontent, les Armagnacs, qui soutiennent le prince d'Orléans, le neveu du roi fou, et les Bourguignons, dirigés par Jean sans Peur, le prince le plus puissant du royaume. Le pays est plongé dans une véritable guerre civile. La rivalité entre la maison de Bourgogne et la maison d'Orléans va prendre un tour extrêmement violent à partir du moment où, face au duc d'Orléans, Louis, se trouve Jean sans Peur. Parce que Jean sans Peur est une personnalité beaucoup plus, je dirais, directe et violente que son père, Philippe le Hardi, et il va recourir à des procédés extrêmement violents jusqu'à 1407, puisque le duc de Bourgogne prend l'écrasante responsabilité de faire assassiner le frère du roi, le duc d'Orléans, qui était son rival politique. Cet assassinat du duc d'Orléans est véritablement le point de départ d'une guerre civile qui va déchirer le royaume de France. Après 1 mois de siège, les réserves de l'armée de Henri V sont épuisées. Des centaines de ses combattants sont morts sous les murailles. Le 22 septembre, Raoul de Gaucourt, le capitaine d'Harfleur, n'a d'autre choix que de capituler. Thornton et Leverage sont affamés lorsqu'ils entrent dans la ville conquise. Depuis 2 semaines, ils n'ont rien eu d'autre à se mettre sous la dent que des coquillages ramassés dans le port. Henri V a décidé de faire de cette ville, comme ça avait été le cas pour Calais, de faire vider la ville de tous les habitants. Les habitants ont eu quelques heures pour partir avec le peu qu'ils avaient et s'en aller et laisser tout le reste, toute leur richesse aux Anglais qu'il allait y mettre. La première infortune des villes vaincues et de leurs habitants était le pillage. Vers la fin de la guerre de 100 ans, pas une maison anglaise ne manquait de posséder quelques bibelots venant de France. Le butin de William Thornton ce jour-là, un ventre plein, une couverture et un crucifix en argent. Amid much lamentation, tears and grief, 2,000 townsfolk were escorted beyond the limits of the army, lest they should be molested by those thieves amongst us, who are more given to pillage than to pity. And thus, by the judgment of God, they became travelers where they had thought themselves inhabitants. And it was granted to each at parting 5 sous. La mission de Devigam, fouiller chaque maison. Son but, faire des prisonniers. Devigam appartient à la garde rapprochée du roi anglais. C'est un redoutable combattant, un habitué des champs de bataille depuis qu'il a 16 ans. Il manie la massue avec délectation. Tout le monde savait qu'il y avait des règles à respecter, que normalement on ne tuait pas les prisonniers. Si vous étiez un chevalier partant au combat, vous vous attendiez à en revenir. Mais si par malheur vous n'étiez pas du côté du vainqueur, si vous étiez capturé, vous vous attendiez à être rançonné. C'était la règle, c'était comme ça. So, what have we got here then?
Je suis Guillaume de Braquemont. Henri V était quand même quelqu'un d'assez habile, qui était très dur avec ses ennemis, mais quand c'était lui qui avait l'avantage, il était assez noble, si on peut dire, assez généreux. Il a très bien reçu les chevaliers qui s'étaient battus, et il leur avait simplement fait prisonniers sur parole, à condition qu'ils reviennent leur joindre plus tard. Les projets de Henri V ne lui permettent pas de s'encombrer de prisonniers. Les défenseurs de la ville sont laissés libres à une condition: jurer sur la Bible de le rejoindre à Calais 3 semaines plus tard. C'est incroyable à quel point les chevaliers étaient respectueux du code de la chevalerie. Ils se sont tous rendus à Henri V après la bataille d'Azincourt. Pour nous aujourd'hui, c'est incompréhensible. Pourquoi n'ont-ils pas profité de l'occasion pour disparaître? Bientôt. La reddition de la ville d'Harfleur se répand dans le royaume, d'où monte un sentiment d'indignation. Sur ordre du roi, un appel aux armes est diffusé dans le pays, et l'oriflamme, la bannière sacrée, est sortie de l'abbaye royale de Saint-Denis. Le roi demande tout chevalier de venir se mettre à son service. Les seigneurs de France rejoignent Rouen avec leurs armées. Parmi eux, Gilbert de Lannoy. Et d'aller à l'encontre des Anglois, ses ennemis. Par la grâce de Dieu, le roi de France demande tout chevalier de venir se mettre à son service. Après cette mobilisation générale, on va sortir l'oriflamme, un drapeau de couleur rouge avec des flammes dessus, donc le nom de l'oriflamme, et qui était gardé solennellement à Saint-Denis pour aller lutter contre l'ennemi, donc l'anglais. L'effet de choc provoqué par la conquête du roi anglais permet au prévôt de Paris de lever rapidement une troupe de 6 000 hommes. Elle ne rejoindra jamais l'armée royale. Armer les Parisiens, leur permettre de combattre, c'était peut-être une opération qui politiquement a paru risquée. En effet, les Parisiens en 1413 partie d'entre eux tout du moins, ont été à l'origine d'une véritable insurrection qui se réclamait largement du parti bourguignon, qui considérait Jean sans peur comme son chef, et donc le gouvernement qui est à coloration armagnac avait une grande méfiance pour les Parisiens. L'armée qui boutrait les Anglais hors du pays et laverait les humiliations passées se devait d'être noble. Henri V avait rêvé de conquérir la France, mais le siège d'Harfleur a été trop coûteux pour son armée. La noblesse française semble avoir enterré sa guerre fratricide pour se jeter à ses trousses. Désormais en danger, Henri V et ses 6 000 soldats n'ont d'autre issue que de marcher vers Calais, alors en sa possession, avant de regagner l'Angleterre. Henri V aurait bien voulu pouvoir se réembarquer, mais c'était plus possible parce que sa flotte avait été dispersée par la tempête et il ne restait plus que peu de bateaux. Alors il a préféré mettre sur les bateaux tous ces malades, tous les gens qui avaient été extrapiés, les blessés, les prisonniers et aussi le butin. Henri V est informé que par milliers, les nobles français convergent vers la Normandie, avec la ferme intention de lui barrer la route. L'épidémie de dysenterie qui s'est déclarée vers la fin du siège d'Harfleur continue de décimer ses troupes. Marcher dans des conditions pareilles, sachant qu'on est talonné par des colonnes françaises supérieures en nombre, des gens de guerre qui ont quand même une bonne réputation malgré tout, et dont on sait qu'elles ont la volonté de tailler en pièces l'armée anglaise, la situation psychologique de l'armée d'Henri V devait être très particulière. Malade, l'archer William Thornton ne parvient plus à soutenir la cadence imposée par son roi. Alors que des contingents affluent de toute la France, Jean sans peur, le plus grand prince français, refuse de rallier l'hoste royal.
pendant la campagne de 1415, il est très clair que Jean sans peur avait l'intention de marcher à l'ennemi. Mais le problème est un problème politique en ce qui concerne Jean sans peur. Est-ce qu'on peut imaginer, par exemple, que dans la même armée, on va voir Charles d'Orléans et Jean sans peur? L'armée, la cohésion de l'armée n'aurait pas résisté à la présence de ces deux princes dans la même formation militaire. Donc le gouvernement royal a demandé et au duc d'Orléans et au duc de Bourgogne d'envoyer des troupes, mais de ne pas être là en personne. Dans ces conditions, il est hors de question pour Jean sans peur, qui se veut l'égal du roi Charles VI, son cousin, de participer à la campagne contre les Anglais. La France se prive de son meilleur chef. À son jeune frère Antoine, duc de Brabant, dont l'intention est de servir la cause de la France, il écrit « Monseigneur de Brabant, depuis quelque temps notre roi a décidé de marcher contre les Anglais et nous a ordonné de nous préparer à la guerre. Nous vous demandons de ne pas répondre aux demandes du roi ou de tout autre seigneur, quel que soit son rang, sous peine de provoquer notre déplaisir. » Antoine de Brabant est face à un dilemme. Ou bien déplaire à son frère, virtuellement le plus puissant personnage de France, ou bien sacrifier son idéal chevaleresque. Les Anglais sont contraints de s'enfoncer dans les terres à la recherche d'un pont ou d'un gué pour franchir la Somme. Henri V est inquiet. Il s'éloigne de Calais. Là, les Français avaient trouvé une assez bonne tactique, c'est-à-dire l'empêcher de passer la Somme. Et alors, tous les ponts qu'il a voulu essayer de prendre étaient gardés. The 29th of September died of the bloody flux. Robert Piper, Thomas de Keeley, Roger Pemberton and William Thornton. Comme des centaines d'autres, William Thornton est enterré sur le bord de la route. Seul son crucifix en argent continue le voyage, dans les bagages de John Leverage. L'hoste royal n'est pas pressé de livrer bataille aux Anglais, dont l'armée s'affaiblit chaque jour. La folie de Charles VI l'empêche d'être présent, et le commandement a été confié à un soldat loyal et expérimenté, le maréchal Boucicaut. Jean le Mingre, dit Boucicaut, est d'une étoffe exceptionnelle. Ses valeureux exploits l'ont placé au sommet de la chevalerie française. Boucicaut était un personnage. Cela fait partie de ces chevaliers dont à chaque génération on dit c'est le meilleur chevalier du monde. Il jouissait d'une très grande réputation. Le jeune Boucicaut gagne une renommée dans les tournois, où il défait de nombreux chevaliers. À Saint-Inglevert, sous les yeux de Charles VI, il l'emporte contre des chevaliers anglais. Boucicaut y a gagné beaucoup de prestige et c'est une des raisons qui ont fait que Charles VI lui a donné le bâton de maréchal le jour de Noël et à Tours, dans sa ville natale, dans la ville natale de Boucicaut. Il était très jeune à ce moment-là pour un maréchal, il n'avait que 34 ans. Lors d'une croisade menée par Jean sans peur contre les Turcs, il est fait prisonnier. Seule son audace lui permet d'échapper au sort cruel que le chef des Turcs réserve à ses ennemis. Boucicaut n'ignore rien de la gloire qui l'attend si, à la tête des armées royales, il écrase Henri V. Mais son expérience lui rappelle que par le passé, de petites armées anglaises ont déjà infligé de lourdes défaites aux Français, à Crécy et à Poitiers. À chaque fois, la cavalerie française avait essuyé de lourdes pertes contre les archers. Boucicaut veut à tout prix éviter que se reproduisent de telles déconvenues. Cependant, une difficulté le préoccupe. Sa gloire militaire va-t-elle lui permettre de garder le contrôle sur les grands princes, les ducs d'Orléans, d'Alençon et de Bourbon ? Après des semaines de marche forcée en territoire ennemi, sous les yeux des éclaireurs de Boucicaut, une chance s'offre aux Anglais. Le pont de Yenne n'est pas gardé.
ce qui reste du corps expéditionnaire anglais peut traverser la Somme et filer vers Calais. Just as we reached the top of the hill, on the other side we saw emerging about half a mile away from us the grim-looking ranks of the French, filling the broad field like a countless swarm of locusts. And the forest of spears, with the great helmets gleaming in between, was truly terrifying. And there was only a valley, and not so wide at that, between us and them. La rencontre tant redoutée par le corps expéditionnaire anglais se produit en fin de journée le 24 octobre. Boucicaut a adroitement manœuvré l'Ost Royal et réussi à couper la route des Anglais. Entre eux et Calais se dresse maintenant une muraille d'armure hérissée de lances. Henri V et les Anglais sont arrivés à un endroit qui s'appelle Maisoncelles, qui était sur la colline au-dessus de la Termoise. Il a vu que la situation était assez bonne parce qu'elle dominait un peu la plaine et il a décidé de camper là. Il y avait des maisons, il y avait des granges dans lesquelles il a pu installer son armée et les mettre à l'abri parce qu'il pleuvait. When at last the light failed and darkness had fallen between us and them, every man who had not previously cleansed his conscience by confession put on the armor of penitence. And the only shortage that night was one of priests. John Leverage, Davy Gamme, John Stevens et tous ceux qui avaient rejoint Henri V dans sa quête de gloire savent qu'ils ne rentreront pas au pays sans livrer bataille. Les Français campent à Ruisseauville, à 1 kilomètre de là. Ils se laissent griser par la prochaine défaite qu'ils se promettent d'infliger à l'ennemi héréditaire. Les Français ont un sentiment de supériorité parce qu'ils sont les plus nombreux, mais aussi parce que, à leur tête, il y a les plus grands seigneurs de France qui sont là. Des troupes arrivent encore à Ruisseauville. Et à la veille d'une victoire promise, les adoubements vont bon train dans la nuit. Mais le maréchal Boucicaut choisit de tempérer l'ardeur des nobles sans expérience. Il a rejeté dans son plan de bataille la traditionnelle charge de cavalerie frontale. L'essentiel des troupes doit combattre à pied, précédé par des corps de gens de trait sur chaque aile. Simultanément, la cavalerie doit contourner les ailes de l'armée anglaise et les attaquer de côté. Réduire au silence les archers anglais d'abord, faire payer à Henri V son offense à la couronne ensuite. Le 25 octobre 1415, dans les lueurs de l'aube, tous les chevaliers et les hommes d'armes français qui ont eu le temps de rejoindre Azincourt se mettent en ordre de bataille. Boucicaut dispose ses combattants à pied en 3 vagues, totalisant 20 000 hommes. La fleur de la chevalerie se précipite aux avant-postes. Face à eux, 5 000 archers, 1000 chevaliers et un roi. Henri V tente d'éviter le combat en dépêchant ses héros à Boucicaut. En vain. Pendant des heures, les armées se défient. À 11 heures, le soleil fait son apparition. Henri ordonne à ses troupes d'avancer. Les Français sont maintenant à portée des longbows. Les archers plantent leurs pieux dans la boue et attendent les instructions. L'archer anglais peut difficilement espérer être capturé et mis à rançon. Il sait qu'il
s'il ne triomphe pas de l'adversaire, il sera égorgé sur place et qu'on ne lui fera pas de quartier. Les archers anglais défient les Français de venir leur couper les 2 doigts avec lesquels ils bandent leur longbow. Boucicaut rejoint en première ligne tout ce que l'armée compte de hauts personnages. Il découvre à travers le flot de bannières qu'il a maintenant un sérieux problème à résoudre. Les Anglais se sont positionnés au point le plus étroit du champ de bataille, entre 2 bois. De plus, les gens de trait ont disparu de la première ligne française. Par une espèce d'aberration, due probablement à la hâte et à une certaine improvisation, ces archers et ces arbalétriers ont été placés à l'arrière de la ligne et donc dans l'impossibilité absolue d'être utilisés de façon efficace. Soudain, les archers anglais décochent une volée de flèches. Sans attendre, Guillaume de Saveuse, qui commande la cavalerie, donne l'ordre de charger. Charger à cheval des milliers d'archers qui, chacun le sait, tirent 10 flèches à la minute en début de combat, c'est véritablement un fait qui nécessite une grande bravoure. L'impétuosité des grands princes fait le jeu des Anglais. Campés derrière leurs pieux, ils fauchent la cavalerie. Ils étaient une cible parfaite pour les archers anglais qui allaient tirer sur les chevaux et en les blessant, les chevaux allaient courir un peu n'importe où et se jeter dans l'armée française à pied, renversant les hommes d'armes. En quelques minutes, des centaines de chevaux et leurs cavaliers sont mis en pièces par un déluge de flèches. Quelques jours avant la bataille, Antoine de Brabant s'était décidé à braver le courroux de son frère et à lever une troupe pour combattre aux côtés de Delannoy. Le code de la chevalerie comportait l'idée d'une hiérarchie des faits d'armes qu'il fallait gravir. Le plus gratifiant était de prendre part à une bataille. Cela vous donnait beaucoup de points. Alors, lorsque, comme le duc de Brabant, vous aviez l'opportunité de combattre contre le plus grand ennemi, l'Angleterre, vous ne pouviez pas refuser. Le matin du 25 octobre, Antoine de Brabant, en plein milieu d'une messe, apprend l'imminence de la bataille. Il est encore à 6 lieues d'Azincourt. Au cœur du combat, le plan mûrement réfléchi du maréchal Boucicaut s'écroule. Gilbert Delannoy et les chevaliers français réalisent le tragique échec de la charge de cavalerie. Leur code de l'honneur leur interdit de tourner les talons. Chacun de vos faits et gestes sont pesés à l'aune des valeurs de la chevalerie. Si par exemple vous disparaissiez du champ de bataille, un héros notait que le type là, avec la croix d'argent, s'était enfui. Et tout cela était consigné dans les annales de l'histoire de votre famille. On rentrera dans le sang des Anglais morts sur le champ de bataille ce soir pour la victoire. Wait for the order. Think of your man. Pour John Leverage, Davy Gam et les archers anglais, la vraie bataille commence maintenant. La première vague française de combattants avance sur eux. Gilbert Delannoy mène la charge. Il y a un caractère extrêmement impressionnant quand on voit une ligne de bataille s'ébranler et on a en face de soi des gens de guerre armés entièrement de l'armure complète.
Les Anglais étaient dans une situation terriblement désespérée. C'était vaincre ou mourir pour eux. Le professionnalisme de l'armée d'Henri V va maintenant donner toute sa mesure. Grâce à leur discipline, les rangs anglais ne sont pas désunis par le choc avec la première ligne française. Le ciel se couvrit de flèches qui retombaient sur les Français. Ils devaient baisser la tête sous peine d'être transpercés au niveau de la visière de leur bassinet. C'était là leur point faible. La confusion commence à gagner les rangs français. L'avantage du nombre se retourne contre eux. Ils se bousculent. Et avant de pouvoir se relever, ils sont écrasés par les hommes qui les suivent. Ça a commencé par une bataille, ça s'est terminé en fait par un massacre. Parce que donc les chevaliers français tombaient, les archers anglais, ce qui s'était introduit à l'intérieur de l'armée, les massacraient. Les chevaux, affolés par toutes ces flèches, se sont mis à sauter dans les lignes françaises et à les écraser. Et puis il y avait la pression de tous ces hommes derrière eux. La masse compacte des chevaliers est désormais au contact de la ligne anglaise. Les archers abandonnent leurs longbows et s'emparent de leurs dagues, de leurs masses d'armes, pour se jeter dans la mêlée. Pour Gilbert Delannoy, le scénario de cette bataille vire au cauchemar. Le glorieux combat chevaleresque qu'il avait imaginé ne peut avoir lieu. Pressé de tous côtés, il ne peut se défendre et devient une proie pour les Anglais déchaînés. Cette armure est efficace. Naturellement, elle n'est pas sans défaut. Les articulations sont des endroits que l'on peut éventuellement fausser avec une dague ou avec une épée. Et il y a évidemment le défaut de l'armure. Et en combat rapproché, le défaut de l'armure peut être un défaut qui occasionne des blessures mortelles. À peine 1 heure après la charge de la cavalerie, plus de 1000 chevaliers tombent aux mains des Anglais. Delannoy, Boucicaut et tous les nobles qui n'ont pas déjà péri sont faits prisonniers. Nous nous étions persuadés que la vue de tant de princes sèmerait la terreur chez l'ennemi. Et que pour être victorieux, nous n'aurions rien d'autre à faire qu'à charger rapidement et avec audace. Déshonneur éternel. Si c'est une consolation pour un homme d'honneur de penser qu'il a été battu par des adversaires de noble origine, c'est une terrible honte d'être vaincu par de vils Anglais sans mérite. La grande victoire que la plupart de ces chevaliers avaient imaginée s'avère un désastre. Au moins 5000 d'entre eux sont décimés dans les 2 premières heures du combat. Les éviscérés marchaient sur leurs propres entrailles. D'autres crachaient leurs dents. D'autres, encore debout, avaient les bras coupés. Les mourants rampaient dans le sang d'inconnus. Sans ces troupes qu'il a laissées en arrière, Antoine de Brabant parvient enfin sur le champ de bataille. Le journal de son secrétaire raconte: lorsque le duc arriva à Azincourt, il découvrit la plus désastreuse des scènes. Comme ni son armure ni sa bannière n'étaient encore arrivés, il prit le harnois d'un mort en guise de cotte d'armes. Il prit le blason de son trompette et le plaça autour de son cou. Le duc de Brabant veut absolument prendre part à la bataille. Alors il se dépêche. Il est tellement pressé qu'il n'attend même pas ses hommes. Il n'a même pas le temps de s'armer correctement et de mettre sa cotte d'armes qu'il identifierait sur le champ de bataille. Au cœur de la bataille, de Brabant se retrouve aux côtés du duc d'Alençon, qui tente d'atteindre le roi Henri V, dont la garde rapprochée est assurée par Devigam et ses hommes. Le duc d'Alençon avait pu repérer le roi d'Angleterre, Henri V,
à son casque qui était surmonté d'une couronne. Il a pu se précipiter sur lui et il a attaqué de telle force qu'il a flanqué par terre. Le roi est tombé par terre. Devigam taille un chemin à travers les rangs français pour mettre le roi Henri V à l'abri. Sa loyauté lui coûtera cher. Membre de la garde personnelle d'Henri V, Gam bénéficie d'une seconde chance. Il est transporté dans une tente à l'arrière de la bataille où officient des chirurgiens. On l'anesthésie avec un mélange d'opium, de ciguë et de vésicules de sanglier. Pour stopper l'hémorragie, on utilise de la fourrure de lapin et du blanc d'œuf. On tente de cautériser la plaie causée par une hache sur son bras avec un fer rougi au feu. Tandis que Devigam agonise, l'attaque de la seconde vague des chevaliers français ne connaît pas un meilleur sort. Le courage d'Antoine de Brabant, cette vertu individuelle qu'exalte la chevalerie, ne changera rien à l'issue de la bataille. Alors que le sort de ce féroce affrontement semble scellé, une nouvelle, en provenance de l'arrière du camp anglais, alarme Henri V. À un moment précis de la bataille, un corps de troupes français mené par des gens de guerre qui sont en partie des nobles de la région, Azincourt, Bournonville, prennent l'armée d'Henri V à revers, attaquent son camp, ses bagages, commencent à piller. Tout montre qu'il s'agissait d'une manœuvre prévue par le plan français établi quelques jours avant la bataille d'Azincourt. Craignant d'être submergé par l'arrière et de ne plus pouvoir contrôler ces milliers de prisonniers, Henri V ordonne leur exécution. Seuls quelques princes de haut rang sont épargnés. C'est à ce moment-là qu'il a donné l'ordre aux archers de tuer leurs prisonniers. Or, les archers, effectivement, anglais, les prisonniers, c'était de l'argent, parce que chaque prisonnier payait une rançon. Donc, pour eux, c'était une sorte de revenu qu'on leur retirait. Alors, ils ont hésité, ils n'ont pas refusé une première fois, puis l'ordre du roi était formel, et à ce moment-là, ils ont massacré quand même un nombre considérable de prisonniers. Gilbert Delannoy et d'autres prisonniers sont enfermés dans des granges auxquelles les Anglais mettent le feu. D'autres sont exécutés à la chaîne par John Leverage et ses camarades archers. Par la grâce de Dieu, je me traînais hors du feu sur les genoux et sur les mains. Mais je fus pris de nouveau et vendu à Monseigneur le duc de Cornouailles. Ce qui a entaché la réputation d'Henri V, c'est qu'il a ordonné le massacre des prisonniers français pendant la bataille d'Azincourt. Et cela allait à l'encontre de toutes les valeurs supposées de la chevalerie. Le duc de Brabant a été fait prisonnier par les Anglais. Fait prisonnier et probablement pas reconnu comme un prince, dans la mesure où il n'avait pas une armure de prince, il n'avait pas de cotte d'armes, mais simplement cette bannière de trompette qui était une cotte d'armes improvisée. Il est probable que les Anglais qui l'ont capturé n'ont pas véritablement compris qui il était. When the strength of the enemy had been utterly wasted,
and the rigors of battle ended, we who had gained the victory came back through the heaps of the slain. And I truly believe there is not a man with a heart of flesh or even stone who, had he seen and pondered the bitter wounds of so many Christian men, would not have dissolved into tears time and again for grief. Sur ce champ de bataille, la France a perdu une grande partie de son élite, dont 7 princes de sang et un grand nombre de ses combattants. Elle sort si affaiblie d'Azincourt que pour la première fois de son histoire, un roi étranger, le roi Henri V, est en passe de monter sur le trône. Seul un miracle pourrait permettre à la France, en train de sombrer, de se ressaisir. C'est d'une petite fille, seulement âgée de 4 ans, lorsque sous ses yeux passe le convoi funèbre d'un prince tombé à Azincourt, qu'il viendra. En 1429, Jeanne d'Arc, par son sacrifice, restaurera la souveraineté française et sonnera le glas de la présence anglaise. Le chapelain Stevens rentra en Angleterre et se retira des ordres. Il acheva sa chronique avant de devenir aveugle. Les Anglais refusèrent de libérer sur rançon le maréchal Boucicaut. Il mourut en détention 6 ans après Azincourt. Après 1 an de captivité en Angleterre, Gilbert de Lannoy rejoignit la France. Il reprit ses voyages et effectua des missions de renseignement en Orient pour le compte du duc de Bourgogne. John Leverage quitta le service en novembre 1415 et n'apparaîtra plus dans aucun document officiel. Davy Game a été fait chevalier à titre posthume sur le champ de bataille par Henri V.